Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier en fait aujourd'hui une vidéo qui est absolument essentielle, qui est tombée en tout cas l'année dernière dans le cadre du DCG. C'est effectivement le contrat des sociétés. Alors vous allez me dire c'est quoi en fait une société la société trouve sa source, trouve son fondement si vous voulez, en tout cas trouve son siège au sein même de l'article 1832 du Code civil. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Alors je vous vois en fait certainement derrière votre canapé, ce sont des termes un petit peu barbares. Je vous propose de les étudier dès à présent dans le cadre général de ce cours. Alors nous étudierons dans un thème préliminaire le contrat des sociétés. Alors sur le contrat des sociétés, nous étudierons successivement dans un avant-propos les principaux types de structures sociétaires, je dis bien les principales, l'étendue de la responsabilité en faisant des exemples d'application et dans un grand 2, le contrat des sociétés qui est issu en fait notamment de conditions légales, mais vous avez également une condition jurisprudentielle qui est l'affectio societatis et qui a été caractérisée en fait par les plus hauts magistrats français dans un arrêt du 9 avril 1996, dans un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1996. Et on finira également par une synthèse de ce que l'on aura vu en fait dans le cadre général de ce cours. Alors sur l'avant-propos, la SARL, comme je vous l'ai indiqué, la société, l'article 1832 du Code civil, dispose en effet que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes. L'article 1832 alinéa 1 en tout cas. Donc deux ou plusieurs personnes, ça veut dire au moins deux associés. Au moins deux associés, vous avez la SARL qui a une société à responsabilité limitée qui est composée donc au minimum de 2 associés, au maximum de 100. Vous avez la SA qui est composée au minimum de 2 actionnaires, parce qu'on parlera plutôt d'actionnaires dans le cadre d'une SA, et de 7 dans une société cotée, 7 au minimum. Et vous avez la société par action simplifiée qui est 2 au minimum, et la SNC, société en nom collectif, qui est aux 2 au minimum. J'attire votre attention sur le fait qu'il existe une distinction fondamentale entre la SARL, la SA, la SAS et notamment la SNC. Puisqu'en fait, dans ces 3 premiers types de structures sociétaires, les actionnaires ou associés sont responsables à hauteur des apports qu'ils effectuent, dont la responsabilité est limitée, tandis que dans le cadre de la SNC, vous avez une responsabilité qui est illimitée. Et il y a des exceptions en fait au principe tiré du fait qu'il y aurait au moins que 2 associés. Il y a une exception, dans un seul associé, la société peut être effectuée par l'acte de volonté d'une seule personne. Et c'est l'article 1832 alinéa 2, me semble-t-il, du Code civil. Il y a des exceptions, notamment l'EURL, qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et la SASU, qui est la société par action simplifiée unipersonnelle. Voilà, voilà les différents types de structures sociétaires en tout cas, et vous allez voir en fait tel que j'étais en train de le dire, vous avez deux types de responsabilités, en tout cas 3 on verra notamment. La responsabilité limitée, c'est-à-dire que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social, des dettes si vous voulez. Dans la SARL, les associés ou actionnaires sont responsables qu'à hauteur des apports qu'ils effectuent, et on le verra notamment également dans le cas d'un cas pratique. Et dans le cadre de la société civile, on parlera plutôt de solidarité, de responsabilité indéfinie et conjointe. Les associés sont responsables indéfiniment et conjointement du passif social, uniquement dans les sociétés civiles. Et on fera en fait par la suite un cours sur les différents types de structures sociétaires, en tout cas civiles, les différentes sociétés civiles, la typologie, les différents types de sociétés civiles. Alors, on va faire un exemple d'application. Essayez de vous imaginer, vous avez le capital de la SARL Marot qui est réparti de la manière suivante. Jean qui a investi par exemple 4 000 € et qui a reçu des parts sociales à ce titre, et Franck qui a investi 6 000 €.
et la société accuse une perte de 1 million d'euros. Question, si c'est une société à responsabilité limitée, est-ce que les associés, en l'espèce Jean et Franck, vont devoir supporter les 1 million d'euros? Eh bien, la réponse est non, parce que c'est une société à responsabilité limitée, comme son nom l'indique. Et en fait, la responsabilité ne sera limitée qu'au montant des apports qu'ils auront effectués, soit 4 000 euros et 6 000 euros. Jean sera responsable qu'à hauteur du capital investi, des apports effectués. On parlera d'apports dans ce cas-là. Et Franck ne sera responsable qu'à hauteur des apports effectués, c'est-à-dire qu'il sera responsable qu'à hauteur de 6 000 euros. Et on vous pose la question, quelle est l'étendue de la responsabilité de Jean et Franck? On y a répondu. Jean, par exemple, a 40% du capital de la société. Franck a 60% du capital. Ils ne seront responsables, chacun d'eux. Jean ne sera responsable qu'à hauteur de 4 000 euros et Franck ne sera responsable qu'à hauteur de 6 000 euros. Alors, sur la SNC, c'est une solidarité illimitée, c'est-à-dire une responsabilité limitée, c'est-à-dire que les associés sont responsables solidairement et indéfiniment du passif social, des dettes de la société. Donc, dès lors qu'on a une perte, là, en l'espèce de 1 million d'euros, ils seront responsables à hauteur de 1 million d'euros. Le fait est que Jean, dans l'exemple précité, a 40% du capital et Franck a 60%. Donc, si l'un a 40% et l'autre a 60%, Jean ne sera responsable qu'à hauteur de combien, selon vous? De 40% de 1 million, c'est-à-dire 400 000 euros. Et Franck ne sera responsable qu'à hauteur de 600 000 euros. Ça, c'est une responsabilité illimitée. Jusque-là, on est d'accord. Simplement, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'était une responsabilité solidaire et indéfinie. Indéfinie, en l'état, c'est indéfini. Et solidaire, c'est-à-dire que si Jean, par exemple, ne peut pas payer, si Franck est insolvable, et ben c'est Jean qui devra payer pour le compte de Franck. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre les associés par rapport aux dettes. Et en fait, la réponse est simple, c'est que chaque associé étant solidairement et indéfiniment responsable des dettes de la société, c'est-à-dire à hauteur d'1 million d'euros. Indéfiniment, pas de limite dans la responsabilité, solidairement, ça sous-entend que si un des associés est insolvable, ne peut pas honorer le paiement, c'est l'autre associé qui devra supporter la dette. J'espère en tout cas que c'est clair en tout cas pour vous. Et on va voir notamment que dans le cadre de la société civile, on parlera de responsabilité indéfinie et conjointe. Alors vous allez me dire, c'est quoi une responsabilité indéfinie et conjointe? C'est ce qu'on va voir notamment dans le cadre général de ce cours. Alors, je répète, je le dis, je le répète, Jean ne sera responsable qu'à hauteur de 400 000 euros, Franck sera responsable qu'à hauteur de 600 000 euros. Toutefois, si un des associés, c'est pour la SNC, je le répète à nouveau, la répétition étant à la base de la pédagogie, si un des associés ne peut pas honorer le paiement, c'est l'autre associé qui devra supporter la dette. Alors, sur le capital de la société civile Marot, qui est réparti alors je dis bien de la société civile, on parlera de responsabilité indéfinie. Qu'est-ce qu'on avait dit? Indéfinie et conjointe. Donc, le capital de la société civile Marot est réparti de la manière suivante. Le capital, il a 40% et Franck a 60%. Et mettons, on a une perte de 1 million d'euros. Et bien, chaque associé, on vous dit que la société doit être dissoute, c'est-à-dire qu'il doit y avoir mort de la société. Quelle est l'étendue de la personnalité morale, en d'autres termes? Et on vous pose la question, quelle est l'étendue de la responsabilité de Jean et de Franck? Donc, selon vous, Jean, il est responsable à hauteur de combien? De 400 000. Et Franck, il va être responsable à hauteur de 600 000. Donc la réponse est relativement simple. Si la société accuse une perte d'1 million d'euros, Jean sera responsable à hauteur de 400 000 euros et Franck sera responsable à hauteur de 600 000 euros. On parlera dans ce cas de responsabilité indéfinie et conjointe. Il n'y a pas de solidarité entre les différents associés. J'espère en tout cas que c'est clair pour vous. Est-ce que c'est clair? De toute façon, vous devez savoir responsabilité solidaire et indéfinie, responsabilité conjointe et indéfinie. C'est différent parce que Jean ne sera responsable qu'à hauteur, si vous voulez, de sa participation dans le capital social.
Et Franck ne serait responsable qu'à hauteur de sa part dans le capital social, le nombre de parts qu'il détient au sein même du capital social. On va faire une remarque sur les responsabilités limitées. Vous avez la SNC, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social. Dans la SARL, on parlera d'associés. Dans la SA, on parlera d'actionnaires. Les associés ou actionnaires ne seront responsables qu'à hauteur des apports qu'ils effectuent. Et dans le cadre de société civile, on parlera de responsabilité indéfinie et conjointe. Et les associés sont sont responsables indéfiniment et conjointement du passif social. Alors, sur la responsabilité, on ne va pas répéter à nouveau ce que l'on vient de dire. Vous avez compris, j'espère en tout cas, le principe. Et on va étudier dans un grand 2 le contrat de société. Alors, je vous ai dit en tout cas au début de cette vidéo que l'article 1832 du Code civil était quand même relativement fondateur, pas la peine de l'apprendre, mais néanmoins, sachez qu'il existe des conditions jurisprudentielles et des conditions légales attachées à la définition portant sur le contrat des sociétés. Et vous avez plusieurs conditions légales, les conditions légales issues de l'article 1832 du Code civil et la condition jurisprudentielle, c'est ce qu'on verra, l'affectio societatis. Alors, sur le contrat des sociétés, vous avez les conditions issues du cadre légal. Vous devez avoir naturellement plusieurs associés. Il y a l'obligation d'effectuer un apport. C'est quoi un apport? Ça, c'est important. C'est quoi un apport? Un apport, c'est un bien, c'est-à-dire une somme d'argent ou un bien effectué par l'associé ou l'actionnaire. Et en contrepartie, il reçoit des parts sociales ou actions. C'est-à-dire qu'il reçoit en fait des titres sociaux, ce qu'on appelle des titres sociaux. Il reçoit des parts sociales ou des actions en rémunération de l'apport qu'il a effectué, en contrepartie, de l'apport qu'il a effectué. Les apports en numéraire, on le verra longuement lors de la prochaine vidéo. Apport en numéraire, c'est une somme d'argent. L'apport en nature, c'est un bien évaluable en argent. Ça peut être par exemple un photocopieur, une voiture ou autre. Et l'apport en industrie, c'est le travail, savoir-faire, connaissance personnelle. C'est-à-dire que l'apporteur en industrie apporte son savoir-faire et en contrepartie, il reçoit des parts sociales. Un exemple, essayez de vous imaginer, vous êtes cuisinier, par exemple, vous êtes cuisinier et vous voulez avoir des parts dans la société. Vous pouvez très bien dire, vous êtes chef étoilé par exemple, et vous dites à un investisseur, je veux avoir des parts sous forme d'apport en industrie, compte tenu de mon savoir-faire, mes connaissances personnelles dans le domaine culinaire, dans le domaine de la cuisine, entre guillemets. Donc vous pouvez en fait très bien, sauf dans certains types de structures sociétaires, on le verra, et dans des conditions particulières, que l'apport en industrie peut être autorisé, en tout cas pas dans la SA, où il est en tout cas strictement interdit. Et participation des bénéfices et contributions aux pertes, ça veut dire quoi participation des bénéfices? C'est-à-dire que chaque associé ou actionnaire a le droit aux bénéfices et il doit contribuer aux pertes. Et si vous imaginez, vous avez par exemple, on est associés, nous deux, on est associés. Vous avez 60% des parts de la société, j'ai 40%. Et dans les statuts, c'est quoi les statuts? C'est les règles qui régissent le fonctionnement de la société. Vous me notez que je n'ai pas le droit, moi, qui ai 40%, à un quelconque bénéfice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je vais être lésé? Je vais être lésé. Donc, si vous mettez ça, si on met ça dans les statuts que je n'ai pas le droit au bénéfice, c'est ce que l'on appelle une clause léonine, qui vient du latin léo, s'attribuer la part du lion. Latin léo, s'attribuer la part du lion. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, en fait, il y aurait en fait une forme de rupture d'égalité, notamment entre les associés ou les actionnaires. Donc du coup, on ne peut pas s'attribuer la part du gâteau, l'intégralité de la part du gâteau en tout cas, dans ce cas-là. Donc ce sera considéré comme une clause interdite. Interdiction des clauses léonines, une clause réputée non écrite, en d'autres guillemets. Et vous avez une troisième condition qui est jurisprudentielle, qui est l'affectio societatis. Le principe est posé par l'arrêt de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 1996. C'est la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. Donc il y a un marqué sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi? Essayez de vous imaginer, vous avez 60% des parts et j'ai 40%. Est-ce qu'il y a un lien de subordination entre nous deux? Si aucun n'est salarié, si je ne suis pas salarié,
mettons, hein, où j'ai 60% et vous avez 40%. Hein. Est-ce que selon vous, mettons, vous n'êtes pas salarié dans la société, mais vous êtes actionnaire ou associé, vous êtes d'accord avec moi que moi j'ai 60%. Hein. Eh bien, il ne doit pas y avoir, il n'y a pas de lien de subordination entre nous deux, hein, parce que vous n'êtes pas salarié et il n'y a pas de rapport de subordination qui caractérise le contrat de travail. Hein, c'est différent. Donc de ce fait, on est bel et bien sur un pied d'égalité. Alors certes, j'ai 60%, vous avez 60% et moi j'ai 40% ou vice-versa. Mais en tout cas, on est quand même sur un pied d'égalité à la poursuite, on collabore ensemble sur un même pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. On va faire une remarque, hein, donc retenez bien que l'article 1832 du Code civil sur les conditions de validité du contrat de société, c'est que vous avez pluralité de l'associé, une obligation d'effectuer un apport. Il peut être c'est quoi un apport? C'est un apport, c'est une somme d'argent ou un bien ou un travail effectué par l'associé ou l'actionnaire en contrepartie duquel il reçoit des parts sociales ou des actions. C'est à distinguer d'un compte courant d'associé, puisque le compte courant d'associé, essayez de vous imaginer, on est embêté, on a une société, on manque de trésorerie. Et moi, j'ai investi de l'argent. Hein. Je fais ce qu'on appelle un compte courant de l'associé. J'ai prêté de l'argent à la société. Et l'argent, la société me le devra. Est-ce que selon vous, si je prête de l'argent à la société, c'est un apport? Ce n'est pas un apport, puisque de toute façon, je vais récupérer cet argent peut-être à moyen terme, à court terme, voire à court terme. Hein. Donc de ce fait, c'est un compte courant d'associé, c'est une somme qui est prêtée par un associé ou un actionnaire et en contrepartie duquel il ne reçoit pas des parts sociales ou actions. Hein. Tandis que l'apport, lui, ce qui le distingue, c'est qu'on reçoit en fait effectivement des parts sociales ou actions. L'apport peut être en numéraire, en nature, en industrie, on le verra notamment dans le cadre général de ce cours. Vous avez également participation des bénéfices et contributions aux pertes. Et vous avez enfin un quatrième élément, pardon, qui a été établi par la jurisprudence, c'est-à-dire par les plus hauts magistrats français, par la Cour de cassation plus précisément, dans un arrêt du 9 avril 1996, qui a en fait notamment admis que l'affectio societatis était une condition de validité du contrat des sociétés. Hein. Ça, c'est important, c'est une condition de validité du contrat des sociétés et c'est la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble sur un même pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. Hein. Et c'est un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1996. Alors, on va effectuer une synthèse. Hein. On va effectuer une synthèse sur ce qu'on vient de dire. Hein. En tout cas, une synthèse, c'est de bien retenir qu'il y a différents régimes de responsabilité. Dans la SARL, SA ou SAS, la responsabilité est limitée au montant des apports effectués, tandis que dans la SNC, on parlera de solidarité. Il y a ce concept de solidarité et indéfiniment responsable chaque associé et solidairement indéfiniment responsable du passif social, tandis que dans le cadre de la société civile, on parlera plutôt de responsabilité indéfinie certes, mais conjointe également. Sur les conditions du contrat des sociétés, il faut plusieurs associés, mise en obligation d'effectuer un apport, participation des bénéfices et contribution aux pertes, avec l'interdiction des clauses léonines, hein, on l'avait vu notamment, où on ne peut pas en fait mettre dans les statuts, insérer dans les statuts des éléments en fait qui restreindront un peu trop les droits de tout et à chacun des actionnaires. Et enfin, vous avez l'affectio societatis, qui est une constitution jurisprudentielle qui a été établie par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 1996. Et je le dis, je le répète, c'est la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune. Voilà, hein, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair. Je tenais à vous dire à toutes et à tous que je vous remercie énormément, en tout cas immensément et en toute sincérité pour vos messages de félicitations. Je vous encourage véritablement à regarder les vidéos, à mettre éventuellement dans la mesure de votre possible, si vous avez du temps à me consacrer, des pouces vers le haut, hein, si naturellement vous avez aimé ce cours et on en mettra d'autres naturellement à votre disposition. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.